Chose promis, chose due, c'est l'heure pour moi de laisser la place à votre émission Lundi Politique. Bonsoir Cédric, bonsoir Philippe et bonsoir Monsieur Letchimy. Bonsoir Coraline et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lundi Politique. Ce soir, nous recevons l'un des hommes qui a marqué l'histoire politique de notre territoire de ces 30 dernières années. Il a occupé toutes les plus grandes fonctions qu'offre le suffrage universel, de conseiller général dès 1992 à maire de Fort-de-France en 2001, en passant par député durant 15 ans, puis président du conseil régional et aujourd'hui président du conseil exécutif de la CTM. 3 décennies de vie politique ont été marquées par des moments moins heureux, comme aussi des défaites au régional ou encore au territorial, plus récemment en 2015. Mais notre invité s'est toujours donné pour mission de porter le flambeau transmis par Aimé Césaire sur le plan politique et idéologique. Il est donc reparti à la bataille en 2020-2021 et il a donc retrouvé en juin 2021 la tête de la collectivité majeure de notre territoire avec un slogan: redonnons confiance aux Martiniquaises et Martiniquais dans une dynamique d'avenir. Presque 4 ans après, le pari est-il tenu? Nous poserons la question à Serge Letchimy durant 45 minutes. Une émission un peu plus longue par rapport à d'habitude et pour cause, notre invité a certainement beaucoup de choses à dire sur les différents sujets liés à notre territoire. Et puis, il a un peu plus de temps pour quelqu'un qui était très difficile à convaincre à venir à notre micro. Plus d'1 an pour qu'il retrouve les chemins de notre studio de RCI. En tout cas, il est là. Nous recevons ce soir le PCE, comme on dit, le président du conseil exécutif, Serge Letchimy. Bonsoir. Bonsoir à toute la Martinique. Merci pour cette invitation chaleureuse. Et pour m'accompagner, notre chroniqueur politique, Philippe Dizère. Bonsoir Philippe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur le Président Letchimy. Bonsoir. Serge Letchimy, pour planter, j'ai envie de dire, le décor du début de notre entretien, je vous invite à écouter un extrait. Serge Letchimy, je crois, a parlé d'1,5 milliard sur 10 ans. Cela correspond à la totalité des aides sociales versées par la CTM. Alors soyons clairs, l'État a bien sûr compensé prestations sociales comme pour tout département. Et la CTM, c'est vrai, est en difficulté financière. Elle a 180 millions de dettes auprès de la Caisse des allocations familiales. Et hier, j'ai rencontré des acteurs sociaux, culturels, sportifs qui n'ont plus aucune subvention déjà depuis un certain nombre d'années. Donc je suis conscient de ces difficultés. Et je l'appelle aussi à la maîtrise de la dépense publique, à la bonne gestion. Bonne gestion. Moi, je suis ouvert à la discussion, mais sur la base de vrais chiffres. Je connais très bien Serge Letchimy, nous avons une amitié, une grande confiance depuis des années. Il faut travailler sur les vrais chiffres, sur un diagnostic partagé, sur la transparence concernant le fonctionnement, les recrutements, les investissements à venir. Parce que ce qu'il faut préserver, c'est l'investissement, c'est l'avenir. Donc la DGFiP, la DGCL, la Chambre régionale des comptes sont à la disposition, et le préfet fera les propositions au président de la CTM pour avancer sur ces dossiers. Je suis conscient de cette situation, mais là encore, chacun doit prendre ses responsabilités. Ce n'est pas l'État qui est responsable de la situation financière de la CTM, même si encore, une fois, il peut y avoir des discussions. Vous l'avez reconnu, Serge Letchimy, il s'agit de Manuel Valls, ministre des Outre-mer, qui était de passage en Martinique, 72 heures de visite. Quand vous entendez ces mots de Manuel Valls entre, j'ai envie de dire, caresse et étape, qu'est-ce que cela vous inspire? Et Manuel Valls a pris un ton à la fois semblant amical, mais en même temps de donneur de leçons. Je pense qu'il devrait voir l'amitié d'une autre manière. C'est comme ça qu'on agit. Je ne critique pas de manière aussi directe un État qui a laissé à l'abandon la Martinique au milieu du narcotrafic. Je ne critique pas comme ça, parce que je pense qu'il y a des circonstances, un État qui a laissé l'économie de comptoir s'installer pendant des siècles et des siècles, jusqu'à créer une situation extrêmement grave en matière d'inégalité dans le pays. 76 000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Si on peut se satisfaire au niveau de la République d'une telle situation, avec des jeunes qui sont en situation extrêmement compliquée, difficile, et qui quittent le pays, et qu'on s'exprime aussi facilement, je trouve que ça donne un ton de donneur de leçons. De plus... Vous le sentez un peu comme une trahison? Non, pas du tout. C'est pas ça mon problème. Je pense que le ton que j'ai entendu, je n'étais pas du tout au courant de cette interview. Je l'ai su par la suite, mais j'ai été très cordial, très respectueux. Je suis un autonomiste, mais au sein de la République. Et je ne veux pas non plus dire que M. Valls ment. Je dirais plutôt qu'il s'est trompé, qu'on lui a donné de mauvais chiffres. Je vous donne les chiffres. Donnez-les. Parce que, en plus, ce sont les chiffres de l'État, donc de Valls. Donc de l'État. Ce n'est pas les chiffres de nous.
C'est le comptable public qui donne les chiffres. Je vous donne un chiffre. En 2004, vous savez ce que c'est que les AIS, les aides individuelles sociales, composées en 3 volets. L'APA, c'est-à-dire l'aide pour l'autonomie des personnes âgées. La PCA, c'est-à-dire l'aide pour les personnes en situation de handicap, deuxième. Et troisième, c'est le RSA, donc l'ancien RMI. En 2004, les dépenses du RSA pour ces 3 volumes-là passent de 179 millions, je vous laisse les centimes, 179 millions à 326 millions d'euros. Vous avez entendu? Pour quelle raison? C'est très simple. Ni piste ménager. C'est évident, tout le monde le sait. On se glorifie même qu'on sera le pays le plus âgé du monde, de la France. Il y a plus de personnes en difficulté. Oui, et de plus de personnes en difficulté. Donc, c'est passé de 179 millions à 326 millions. Donc, il y a eu plus 148 millions d'euros. Je parle an. Je parle an. On ne va pas parler de 10 ans. Je parle par année. Donc, on a plus 148 millions. Ça a progressé de manière exponentielle. Rentrons dans le détail. Pour les 179 millions d'euros en 2004, l'État a accordé 156 millions d'euros de financement pour financer ces 3 actions de solidarité qui sont de la responsabilité exclusive de l'État. Compétences et pouvoir normatif. Je répète, compétences et pouvoir normatif. C'est-à-dire que ce qui reste à charge à ce moment-là, en 2004, c'est 23 millions d'euros. C'est-à-dire, nous n'y à payer pour APA, PCH et le RMI et le RSA. 12% de la dépense. Vous avez bien entendu. 12%. En 2024, au moment où je suis là, ce qui a été payé, 326 millions d'euros de dépenses. On est passé donc de 179 à 326 millions d'euros. Pour une enveloppe de l'État? La part État, 257 millions d'euros. Le reste à charge pour la collectivité, 110 millions d'euros. On est passé donc de 23 millions d'euros à 110 millions d'euros. On est passé donc de 12% de prise en charge par la collectivité à 33%, voire 34%. Qui dit la vérité? Donc, il y a un débat technique. M. Valls aurait pu me demander une réunion, discuter. Autant vous vous êtes vu à Paris, vous êtes vu en Martinique, vous auriez pu avoir cette discussion. C'est ça qui est bizarre comme comportement. On s'est vu à Paris à plusieurs reprises. J'ai toujours posé les mêmes problèmes. Exactement pareil. M. Valls découvre que sous les 54 tonnes de drogue, cocaïne que Yoka prend Martinique par l'année 2024, sous les 54 tonnes, il découvre que 34 tonnes viennent de la Martinique et de la Guadeloupe et des mers antillaises. Mais attendez, quand on est ministre, on ne découvre pas ça. Je vous donne le chiffre. Sous 54 tonnes de cocaïne qui naît, 34 tonnes viennent de notre région. Il n'y a pas un problème. Et c'est moi qui fais découvrir ça à ce ministre. Là, aujourd'hui, on prend en charge, au lieu de 23 millions, 110 millions. Et on nous dit qu'il n'y a pas de problème, qu'on compense. On ne compense pas du tout pour 2 raisons. La précarité est beaucoup plus forte ici. Donc, l'État nous ponctue, nous prend 110 millions pour payer ses responsabilités. Alors, quand il dit qu'on a une dette de 172 millions 180. d'euros et 172... Il a dit 180. Ouais, mettons 180 si ça vous intéresse, ça vous plaît. 180 millions d'euros. Il a dit 180, c'est 172 qu'on a dans nos comptes. Bon, c'est pas parce qu'il a dit que c'est une vérité. Bon, je disais. Donc, il dit qu'il a 180 millions d'euros. Mais c'est logique qu'on soit en difficulté pour payer la part RSA qui nous reste à rembourser à la CAF. D'ailleurs, nous sommes en négociation avec la CAF pour régler ce problème dans le temps. C'est-à-dire avoir un échéancier de paiement. On les rencontre, ils sont sous 5 ans, nous sommes sous 10 ans, mais ça arrive tout le temps. L'État a 6 000 milliards de dettes. Ça ne gêne personne.
Mais on fait des emprunts. C'est normal qu'on ait des emprunts. C'est normal qu'on ait... Serge Letchimy, Philippe Vizère, une question à vous poser. Alors, vous ne pouvez pas ne pas avoir analysé les raisons pour lesquelles Manuel Valls avait fait cette sortie. Voilà un séjour qui avait démarré sous les meilleurs auspices. Cédric, quand on l'a rappelé, vous vous êtes vu à Paris, il a même été question de marcher de concert sur une nouvelle loi d'orientation. Que se serait-il passé pour qu'il vous accuse sur votre gestion? Il l'a répété 2 fois dans cette interview. Avez-vous une idée des raisons pour lesquelles Manuel Valls aurait choisi? Vous avez la raison, parce que quand vous rentrez chez quelqu'un et vous êtes assis dans son salon et que vous parlez correctement, vous avez un minimum de respect sur cette personne. C'est peut-être la nature de M. Valls qui vous pensez qu'il vous a reproché d'avoir réclamé de l'État le versement de ces sommes précisément parce qu'il était sur le territoire? Je pense que c'est ça. Ça s'appelle un petit peu, je pense, de la soumission. Donc, ni soumission à mon égard, ça ne marche pas du tout. Parce que je suis peut-être le seul à dire clairement la vérité et de ne pas cailler, de ne pas faire marche arrière. L'État n'assume pas ses responsabilités en matière d'égalité des droits, comme l'État n'assume pas ses responsabilités en matière de lutte contre le trafic de drogue. On s'est énormément battu. On a signé un accord territorial de la lutte contre la délinquance il y a 3 ans. Il a fallu attendre 15 ans pour avoir des radars, qu'on aura en juin certainement. Donc on a un retard de dégainage de l'État entre les problèmes qu'on a ici et les réalités. Pour moi, si l'État n'est pas capable d'assumer ces responsabilités-là, est en décalage de 15 ans et a laissé pourrir la situation sur la question du trafic de drogue et de cocaïne, eh bien, que les Martiniquais doivent en tirer des conclusions. Donc, donner des responsabilités aux Martiniquais, peut-être garder le pouvoir de la responsabilité au niveau national. Alors, qu'on ne veuille pas qu'un président de collectivité dise la vérité. Eh bien, mon cas dit la vérité. Valls ou pas Valls, la vérité est dite. Est-ce que ça signifie que, alors que vous aviez cheminé, vous aviez même appelé à un moment à voter pour Manuel Valls, ça pourrait remettre en cause le processus, à l'époque, rappelez-vous, ça pourrait remettre en cause ce processus de loi d'orientation que vous souhaitez, que vous appelez de vos voeux? Est-ce que ça pourrait aller... Demander à voter à Hamon. Oui, c'était... Vous vous êtes trompé. Oui, Hamon, pardon. Benoît Hamon, qui était candidat, pas Valls. Bon, je n'ai pas fait ça. Et vous savez, l'État me dit... Nous sommes en difficulté sur la vie chère. D'ailleurs, honnêtement, on a suppléé la responsabilité d'État pendant tous les débats sur la vie chère. J'ai pris en charge la négociation. Autrement, la Martinique caboulée totalement. On a pris en charge ça au moment où l'État s'est effondré. L'État était par terre à un moment donné. Je ne me suis pas opposé au mouvement puisque je considérais que c'était un mouvement légitime. Par contre, je n'étais pas d'accord sur les méthodes. Tout le monde savait cela. Et on a assumé. Et à voir qu'on assume pour un État défaillant qui a 8000 km n'était pas au combat. Et puis, on fait une sortie comme ça parce qu'on est excité, on a entendu, on est guidé. Je pense honnêtement que la Martinique ne mérite pas ce petit cancran-là. On a besoin d'un État qui soit en situation d'accompagner l'État. D'autant plus que c'est cet État qui a les leviers. Pour quelle raison j'ai proposé ce projet de loi? C'est moi qui l'ai proposé. Oui. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Est-ce que c'est de nature à remettre en cause cette proposition que vous avez faite et qui semble bien avancée? Je vais travailler avec l'État. Quel État? Quel État? C'est à qui les travaille. De toute façon, c'est très clair pour moi. Hein. Je suis véritablement dans un constat d'impuissance de l'activité d'État et du blocage du système. Bon, alors soit il répond, on a fait des dizaines de propositions, projets de loi, et politique d'autonomie alimentaire, politique de la biodiversité, tous les sujets ont été mis sur la table avec le projet Martinique. Il dit oui, les Martiniquais n'ont pas de projet. Pourquoi pensez Martiniquais à vous DTB ou quoi? Comment on n'a pas de projet? On est satisfait de dire qu'un ministre dit que les Martiniquais n'ont pas de projet, alors ça fait 3 ans qu'on lui propose à l'État, il n'était pas présent. Il n'était pas sur place. Serge Letchimy. Il n'était pas ministre. Il n'était pas ministre. Il est 18h30 dans ce lundi politique. Nous recevons Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la 7e. Depuis qu'on a débuté cette émission, vous parlez de l'État. Il est question depuis plusieurs années de changement de rapport justement avec l'État. Quelle est votre vision, justement, vous parlez de vision, de ce rapport que vous voulez établir avec l'État? On a l'impression qu'il est très conflictuel de façon permanente. Non, je pense honnêtement que l'État boute. Vous savez ce que c'est que l'État boute? L'État est arrivé au bout de ses capacités. Honnêtement, je ne vois pas du tout ce qu'on peut sortir de l'État. Avec une contradiction majeure. Vous avez beaucoup d'ingéniosité en Martinique. Beaucoup de maires
y compris de parlementaires, y compris collectivités territoriales, qui sortent des opérations et le peuple, notamment les jeunes, les agriculteurs, ceux qui sont dans le domaine de la biodiversité, qui font des choses de génie. Mais chaque fois, au besoin de respirer, au besoin de faire un acte, il faut faire 8000 km de voyage, à où l'État est viré. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Donc, ce qui est, aujourd'hui, il y a une inefficacité institutionnelle parce que, M. Gatan, vous le savez, c'est dans l'organisation constitutionnelle aujourd'hui, bien que certains théoriciens du droit disent un petit peu tout et n'importe quoi, on n'a pas besoin de pouvoir supplémentaire. Mais c'est faux. Vous ne pouvez pas agir fiscalement parce que vous n'avez pas d'autonomie fiscale. Vous ne pouvez pas agir sur le plan de la réglementation parce que vous n'avez pas de pouvoir normatif. Donc, vous êtes prisonnier d'un système et vous dépendez de la moindre petite respiration que vous voulez faire pour sortir de l'étouffement dans lequel on est. On dépend d'une décision de Paris. C'est pas sortir de la République que de demander de domicilier du pouvoir. Donc, les relations avec l'État sont de plus en plus pénibles, difficiles, compliquées. Ça se voit en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie. L'État est arrivé au bout. Maintenant, est-ce qu'on est capable, nous, et c'est ce qui se passe lorsqu'il dit qu'il n'infantilise pas, et lorsqu'on est, et on veut sortir, on a des projets structurants qui permettent de sortir de ce carcan dans lequel on est d'appauvrissement intellectuel et des consciences, eh bien, on est laminé parce qu'on vous donne pas les autorisations. Vous savez combien de temps que j'attends? 3 ans. 3 ans que j'attends pour qu'on me donne une habilitation sur l'eau. Vous avez entendu? Sur le quotidien du peuple. C'est-à-dire avoir une autorité unique pour produire l'eau et ne pas avoir 17 petits producteurs de l'eau dans toute la Martinique, d'avoir une habilitation pour avoir une autorité unique. J'attends depuis 3 ans, 3 années, pour une décision qui prendrait quelques minutes. Il n'y a qu'une seule chose qu'ils ont lâchée parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, c'est l'adhésion à la CARICOM. Enfin, on est en partie en adhésion à la CARICOM. Il y a la ratification, messieurs, qui m'embrasse aussi. L'Assemblée nationale. Philippe Dizéa. Serge Letchimy, en vous écoutant, on a l'impression que vous sonnez vous-même le glas d'un possible dialogue sur la question de l'autonomie. À vous écouter, il n'y a plus aucun dialogue possible avec l'État. On fait quoi? Non, parce que vous avez pris le dialogue au sens de la supplique. Moi, je ne suis pas de la supplique. Je suis de la Pourquoi dites-vous ça? Je dis ça parce que vous dites, comme je parle fort et que je parle grave. Non, ça c'est vous qui le dites. Oui, ça c'est votre interprétation. C'est pas du tout mon propos. Vous voulez que je reprenne ma question? Je vais la reprendre. Reprenez-la. Ma question, quand nous vous écoutons et l'analyse que vous faites des impossibilités de dialogue avec l'État, est-ce que ça n'est pas de nature à poser la question de la possibilité pour cet État d'entendre le discours autonomiste que vous portez? Si, je vais vous répondre autrement moi aussi. Si c'est pour que l'État m'entende que je sois dans la supplique, non. Je ne serai jamais dans la supplique. Si pour l'État m'entendre, je hausse le ton au même niveau parce que tout le monde c'est bon. Pas parce que monsieur ministre, que mon président de collectivité, que mon petit qui. Donc, il faut parler clairement et franchement. Donc, je ne suis pas dans la supplique. Ils sont plutôt habitués à dire oui, Boana, et s'il te plaît. Moi, pas dans ça. Donc, je revendique clairement ce que je demande. Donc, on le dit clairement. Franchement, quel Martiniquais qui peut entendre qu'on a environ 32 tonnes Antilles-Guyane, Guadeloupe, de prise de cocaïne sur le territoire national, y compris l'outre-mer, sur les 54 tonnes. C'est-à-dire 60% de la drogue saisie vient d'ici et de la mer des Antilles. Et que vous voulez que je parle, s'il te plaît, cher Emmanuel, est-ce qu'on peut se parler? Non, pas du tout, clairement, ou pas fait travailler ou pas fait. Manque ou pas fait. C'est tout, ça s'arrête comme ça. Serge Letchimy, un mot encore sur cette visite qui, on l'a entendu, Manuel Valls qui a proposé, on l'a entendu, une loi du gouvernement, une proposition de loi qui portera sur la vie chère. On sait qu'il y a eu... Déjà, juste une petite parenthèse, sur sa rencontre avec Léa Prac. Est-ce que vous étiez au courant? Un mot? Pas de commentaire. Non. D'accord. Vous n'avez pas été convié à cet échange. Sur cette proposition de loi sur la vie chère, est-ce que vous serez aussi acteur, vous allez proposer de nouveaux éléments pour enrichir la loi qui a été proposée déjà par votre collègue, enfin la députée martiniquaise Béatrice Bellé, cette proposition de loi, est-ce qu'il y aura, qu'est-ce que vous allez proposer, vous, en tant que président de collectivité? Je n'ai pas vu de proposition de loi concernant la vie chère, j'ai vu simplement un recul. D'ailleurs, Johnny Ajar l'a dit clairement, revenir au BQP, si c'est une avancée, vous trouvez ça très gentil, je vous trouve très gentil. C'est un retour au BQP, c'est-à-dire très peu de produits,
avec quelques adaptations. Pour moi, c'est un recul. Non. Et puis, deuxièmement, une loi sur la vie chère, et c'est ce que j'ai partagé avec Manuel Valls, on est d'accord, c'est une loi de transformation profonde de l'économie. Ça veut dire quoi? C'est le changement du modèle économique. Mais personne ne parle de changer le modèle. Ça passera par quoi? Ah, ça passe par les... Parce qu'on a l'impression que c'est un grand non, mot. pas du tout. Non, concrètement. C'est pas un grand mot. Mais pour les Martiniquais, je vous donne quelques exemples. Concrètement, quelques exemples. L'autonomie alimentaire. Aujourd'hui, 80% de ce que nous consommons, nous l'importons. Pourquoi ne pas passer à 60%? Pour faire cela, il nous faut absolument avoir un contrat territorial d'expérimentation agroécologique, de telle sorte qu'on puisse pas simplement financer la banane à la production, mais financer l'organisation même de la production interne. Et c'est très important. Ça permet aux petits... Mais bien sûr, j'y crois. Heureusement, si je ne croyais pas, vous me le suicidez collectivement, si on ne croit pas, ne serait-ce qu'à je pose la question. Mais j'y crois. C'est fondamental. Si l'autonomie alimentaire, je dis pas qu'on a, je ne vais pas parler de souveraineté alimentaire, j'en parle rarement ce terme-là. On monte pas à 30, 40, 50% de la production locale de la consommation locale par la production locale, on est véritablement aliéné. On est entré dans une phase, et c'est ce genre d'attitude, de comportement que je n'aime pas. On nous pousse à nous aliéner. On installe les conditions d'une auto-aliénation par le goût, par la nourriture, par toute espèce de choses. C'est plus la culture, c'est la culture de la consommation qui modifie notre trajectoire de la production économique. On est dépendant de tout. D'autres exemples. Tout est codifié. On ne pense pas. On ne fait qu'obéir. On exécute. L'État nous ment. D'autres exemples. L'État nous ment en nous disant qu'on a un pouvoir. On n'a pas de pouvoir normatif, on n'a pas de pouvoir économique. Le deuxième exemple, c'est concernant l'énergie. La politique énergétique, on pourrait être en autonomie réelle si on s'attaquait à des productions de masse, notamment l'éolienne offshore, si jamais le peuple martiniquais accepte ça. Voilà une deuxième chose. La question de la biodiversité, les filières, les micro-filières en matière de biodiversité, pour quelles raisons ne serait pas optimum de ce niveau-là pour les médicaments, les produits de beauté, etc. La question de l'attractivité du pays au sein de la CARICOM. On vient d'ouvrir une école d'architecture. On a ouvert une école et un institut de la mer et des océans. On va rouvrir une autre école autour du numérique. Nous avons l'INSA Lyon qui s'est installée. C'est l'amélioration des conditions d'attractivité intellectuelle de la Martinique. Je vous ai pris quelques exemples pour bien vous montrer que nous pouvons asseoir une culture du développement qui ne soit pas la culture de l'habitation. Alors, c'est pour ça que je dis, la loi de transformation économique, j'ai rédigé au moins 60 pages de la loi de développement économique. Donc, c'est la transformation à la base. Installer une nouvelle démocratie économique. On n'est pas là que pour la banane et le rhum. Il faut installer de la grosse transformation. Il faut s'inscrire dans une modernisation entre l'Europe et les Amériques. Serge Letchimy, l'exemple que vous avez pris concernant l'autonomie alimentaire, quand vous observez la Martinique, qui, elle, réclame abondance et diversité venant de la planète, vous vous sentez en décalage avec cette perception que peuvent avoir les Martiniquais, qu'ils doivent avoir droit à tout sur leur territoire au meilleur prix, pardon? C'est une excellente question, monsieur Dizer. Je vous remercie. Vraiment une excellente question. Et c'est certainement là où, effectivement, je peux me sentir en décalage en disant clairement que les Martiniquais sont dans une autre sphère de revendication de la consommation, à tout va, à tout système. Oui, je le constate. Je constate même des fois que des revendications peuvent porter sur l'importation de tout ce qu'on consomme et qu'il suffit de financer l'importation. C'est d'ailleurs une des revendications fondamentales qui était mise sur la table. C'était tous l'alignement des prix. Oui, l'alignement des prix par rapport à Paris. Bon, non, je suis pas dans cette logique. Il faut à la fois dire aux gens que c'est pas possible. Si vous faites ça, vous êtes en train de tuer le pays. Ce pays est déjà passé de 400 000 personnes à 356 000 personnes. On va passer à 250 000 personnes bientôt si on ne prend pas garde et si on ne relance pas cela. Il faut lutter. Il ne faut pas aller dans le populisme consumériste. Il faut lutter contre ça. Il faut donner à la production locale de la saveur, de la qualité et du volume. Un mot pour revenir rapidement sur sur la CTM, en tout cas sur la question financière. On a un peu switché en tout cas cette partie sur la question des finances de la CTM. On a entendu par Manuel Valls sur cette question. Vous avez pointé du doigt le rôle de l'État, évidemment. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une réalité. Il y a des satellites en souffrance, un monde associatif en souffrance, un monde sportif également. Concrètement, aujourd'hui, quelle perspective peut avoir la Martinique pour les prochaines années? Est-ce que ça veut dire qu'on va rentrer dans une longue période de rigueur budgétaire?
Et on a entendu une conseillère exécutive à votre place dire qu'il faudra financer différemment les associations. Il faudra qu'elles passent par des fonds européens. Les associations, donc voilà, devront passer par là. Les satellites, certains devront se séparer aussi d'agences certainement dans les prochains mois. Non, c'est faux. C'est faux. Donc, Je sais pas où vous avez appris ça, mais qu'est-ce que vous pouvez leur dire concrètement Non, c'est aujourd'hui? faux. Non, mais vous savez que l'État français, aujourd'hui, est dans un processus de rigueur. Tous les pays au monde, compte tenu de la guerre en Ukraine ou ailleurs, on est dans la rigueur. La plupart des départements et des régions au niveau national réduisent leur budget. C'est très important ce que je dis. Vous pensez qu'il n'y a que la Martinique qui maîtrise son budget. C'est très important pour nous de maîtriser le budget. Mais il n'est pas question pour nous de remettre en cause quoi que ce soit. On est dans la rigueur, on essaie d'aider un maximum de personnes. On soutient, contrairement à ce que M. Valls raconte, et on soutient énormément d'associations. La seule chose, le budget est moindre. Donc on doit, au lieu de donner 80%, on donne 50%. Au lieu de donner 50%, on donne 30%. On gère comme ma mère a géré dans la pénurie qu'elle avait à Trinel pour donner à manger à ses enfants. Donc on essaie de répartir au mieux. On dialogue énormément. Est-ce qu'on gère un bon père de famille? J'essaie de gérer un bon père de famille, en dialogue, notamment les satellites. Les satellites, il y a des rencontres tout le temps. On se travaille, on bosse, on ne peut pas rester sous les mécanismes traditionnels de financement. Les temps ont changé, l'argent est rare pour tout le monde. Je rappelle que l'État, aujourd'hui, est pratiquement en faillite. L'État de M. Valls, c'est en faillite. Aujourd'hui, il n'arrive plus à faire grand-chose. Bon, donc aujourd'hui, nous sommes en situation de rigueur budgétaire. On n'a jamais dit qu'on est quoi que ce soit. Nous allons terminer avec un résultat positif au compte administratif en 2024. Nous aurons un résultat positif. Malgré le comportement de l'État vis-à-vis des aides individuelles sociales, les moins 110 à 150 millions d'euros que nous perdons chaque année, que nous payons à la place de l'État. Vous avez porté plainte? Je vais. Je ne vais pas dire, ben, il m'a pas qu'à faire, hein. On passe ça, faut qu'on dise ça. Non, mais il faut préparer. Ou pas qu'une partie qu'on sa tête baissée. Mais attention, hein. Et je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de départements dans ce domaine-là. Mais malgré cela, et malgré aussi, et je trouve vraiment grave de parler des salariés et des employés. Qui ça va les? Il est comment mettre 1000 millions d'euros? C'est ce qu'il veut, que je supprime les 40%. En gros, c'est ce qu'il veut. Parce que je ne vois pas du tout, parce qu'on n'a pas augmenté le nombre de personnels. Moi, il était ni 4340 personnels, ni 4340 moun. Les ni 50 moun qui sont partis à la retraite, m'a fait recruter 25. Les ni 100 m'a recruté 100. Donc, on n'a pas du tout dépensé quoi que ce soit. Les syndicats peuvent toute la journée au derrière. Mais que dit l'État sur la suppression des PEC? Que dit l'État sur la réduction du taux de participation de l'État sous les PEC, qui risque de passer demain à 40%? Où est-ce que l'État est sur la solidarité? La deuxième chose, c'est que vous oubliez, parce qu'on oublie, hein, que j'ai trouvé 270 millions d'euros de trous à la collectivité territoriale de Martinique, non inscrits au budget. Je répète, 270 millions de factures à payer, non inscrits au budget. Et quand c'est pas inscrit au budget, vous voyez pas ça. Et lorsque nous avons constaté cette gabegie et surtout cette cavalerie budgétaire... Ce que conteste l'ancienne majorité. Oui. Exactement. Oui, il faut boucher. Elle la conteste. Et là, m'a boucher toi, m'a faire attention à ça, m'a dépasser pour m'a boucher toi. Et on a déjà bouché beaucoup. Beaucoup, énormément. Mais ça demande de la rigueur. Autrement, je reste dans la cavalerie budgétaire. Ça, on n'a pas tenu compte de ça et je ne sais pas pour quelle raison cette cécité vis-à-vis de l'ancienne équipe s'est manifestée. Philippe Désert. Serge Letchimy, dans votre propos, effectivement, il y a ces constats que vous faites des manquements de l'État, manquements financiers, manquements d'engagement. Est-ce que... Et puis le trou aussi. Pardon? Le trou aussi. Le trou. Le trou laissé par la... Oui, que vous... oui, laissé par... Je l'appelle le trou, c'est plus non, simple. mais je n'ai pas votre vocabulaire. J'en suis désolé. Alors, est-ce que vous ne craignez pas que finalement, dans cette guerre finalement que vous menez vis-à-vis de l'État qui ne remplit pas ses engagements, vous ne craignez pas que se développe ce qu'on entend par ailleurs, une insatisfaction sur le fait que finalement la CTM n'est pas présente là où on voudrait sur le quotidien des Martiniquais? C'est les choses que nous lisons, c'est des choses que nous entendons, c'est des choses pour lesquelles les gens appellent assez régulièrement. Oui, je l'entends bien, je comprends. Et sous beaucoup de sujets de proximité, on n'a pas pu répondre aux attentes. Il faut être honnête. Je prends un exemple très précis pour qu'on comprenne. La main arrivée en 2021 nous tenait environ 4,6 millions d'euros affectés au logement AAH, l'aide à l'investissement d'habitat, et l'aide directe. Il y a deux aides. OK.
Lorsqu'on a dit, bon, on a budgété pour 4,6 millions. J'arrive en 2021. Au bout d'un an et demi, après avoir enquêté dans le moindre détail, on est tombé sur près de 22 millions d'euros d'engagement financier sur l'AAH et les directs. Vous savez, la différence, c'est quoi? C'est 18 millions d'euros. Donc, vous avez 18 millions d'euros à trouver à financer des opérations au pas de l'argent, puisqu'il n'y a pas en budget. Qu'est-ce qu'on refait? Voilà. Donc, j'ai dû ralentir un peu, m'excuser auprès des familles devant qui on a pris des engagements et trouver des solutions. Et là, avec l'État local qui a joué le jeu, de telle sorte qu'on puisse compléter les plans de financement. Et concernant les étudiants, le deuxième exemple, très concrètement, il y a des boursiers en juin de l'année qui suit leur entrée à l'université. C'est un bacchanal, là, c'est pas normal. On s'est battu comme des bêtes ça fait 4 millions d'euros, hein, pour leur donner. Cette année, on a réussi à leur donner en janvier au lieu de juillet. J'espère que l'année prochaine, ce sera en partie en décembre, en partie en janvier. On a plein de cas où c'est extrêmement difficile parce que on a ouvert les possibilités de Serge Letchimy, juste une petite parenthèse. C'est la première fois que je vous entends dire, oui, sur le quotidien des Martiniquais, on n'a pas pu répondre comme on l'aurait souhaité. Pourquoi ne pas avoir tenu ce discours discours de vérité? Parce que je l'ai toujours tenu, vous l'avez pas entendu. Je vous écoute très régulièrement. Et d'ailleurs, beaucoup de Martiniquais, d'ailleurs, se disent que sur la question du quotidien, sur le quotidien, justement, ils en attendaient. On vous a surtout entendu ferrailler contre l'État. Pardon? On vous a surtout entendu ferrailler contre l'État. Oui, je ferraille contre l'État. D'ailleurs, voilà, on est en 2025. Moi, je n'ai aucun complexe vis-à-vis de l'État. Et d'ailleurs, ce que les Martiniquais, d'ailleurs, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais on est à mi-bilan quasiment de cette mandature. Et sur le quotidien, les deux raisons, parce qu'on est resté en budget stable. Je vais finir positivement. J'espère que cette année, je vais finir positivement aussi. Pour l'instant, on tient la route. Il nous reste à rattraper des retards sur l'aide aux associations, l'aide aux entreprises, etc. On essaie de l'améliorer, mais nous restons extrêmement... Rapidement, donnez-nous en chiffres responsabilités. Sur les associations, sur les entreprises. L'aide aux entreprises, on est dans une stratégie de repositionnement de l'aide aux entreprises par les fonds européens. Vous vous rappelez que les fonds européens, on avait annoncé une perte de 300 millions d'euros. Vous vous rappelez de ça? On perdra pratiquement très peu de choses. Et nous avons pu reporter une nouvelle forme d'ingénierie financière, c'est-à-dire que c'est les fonds européens qui vont soutenir l'aide aux entreprises. Concernant les ligues et les sports, on fait un travail qu'on appelle un travail de défrichage pratiquement tous les 15 jours, en concertation avec les ligues et les associations pour rattraper les retards que nous avons par rapport à 2024, parce qu'objectivement, on a eu du retard. Et puis, concernant l'habitat, on dialogue en permanence avec des opérateurs, mais aussi des individus. Je viens de signer beaucoup de courriers de déblocage des fonds, on fait tranche par tranche. Mais comme j'ai le trou à boucher, et puis j'ai le trou de l'État aussi à boucher, eh ben c'est pas facile pour moi. Donc je fais comme ma mère. C'est marrant parce que souvent vous critiquiez justement votre prédécesseur sur cette gestion en bon père de famille. Ben, je fais comme ma mère, ça ne veut pas dire que je gère comme lui. Oui, parce que tout à l'heure, je vous ai posé la question en bon père de famille, vous avez répondu par l'affirmative. 70 millions, s'il avait géré un bon père de famille. Mon père de famille, c'est-à-dire on a 5 euros, qu'on a dépensé 5 euros pour dépenser 7. Hein. C'est ce que j'essaie de faire, avec rigueur. Que répondez-vous aux Martiniquais qui disent que finalement, en bilan à mi-mandat, ils retiennent le créole et le drapeau? Qu'est-ce que vous dites à ces Martiniquais? Non, si j'allais vous taquiner. Si vous relayez ce genre de choses-là, je vous pose une question. Le travail, c'est pas clair. Mais je suis très fier d'avoir fait le drapeau. Moi, je suis très, très fier. Même si c'est celle qu'ils m'ont fait, pourquoi pas. Qu'est-ce qui vous rend fier dans le drapeau, Serge Letchimy? Parce que c'est une histoire, c'est un pays, c'est une culture, c'est une identité, c'est une personnalité collective, le peuple martiniquais. Si on considère que ce peuple n'est rien du tout, qu'une quantité négligeable de population accrochée à l'Europe et à la France et étranger à sa propre géographie, je veux bien. Pour moi, je suis extrêmement fier d'avoir permis, non pas payer, d'avoir permis. Deuxièmement, concernant le créole, c'est une langue. Maintenant, j'ai la conviction d'une langue, c'est une chose. Mais c'est pas que ça. Et vous avez beaucoup de choses qui se réalisent aujourd'hui. Quand vous traversez Rivière Salée, prenez un exemple comme ça, vous êtes dans l'eau? Non. Non, ne sont pas dans l'eau. Par contre, moi, dans l'embouteillage. Attends, c'est qu'à venir après. Oui, mais l'eau, c'est pas tous les jours, les embouteillages. Pas ça. L'eau, Rivière Salée. Avant Rivière Salée, vous pouvez habiter dans le sud, ou quand partir vers Rivière Pilote pour monter.
Vous Pas avez, du encore. vous avez Là, d'ailleurs lorsqu'on eu un mot passé- qui m'avait beaucoup frappé. Vous avez dit un jour, si être président de la collectivité, c'est faire des routes et réparer des trous, faut pas compter sur moi. Vous vous souvenez que Mais vous aviez c'est ça, dit ça? mais je vais plus loin. Vous êtes allé visiter le lycée Schleicher pour voir le conservatoire d'art et de musique. Ça vous a pris un petit peu de temps pour dire que je vais visiter. Ça va être inauguré bientôt. Vous n'êtes pas content de ça? On ne sait pas du tout qu'il y a une salle d'exposition d'art le permis est en train d'être déposé du côté de Déclieux pour qu'on n'ait pas la seule salle d'art de la Martinique qui permet d'avoir des expositions à l'habitation Clément. Je pourrais aussi vous donner le lycée Schleicher qui a été ouvert. Vous savez que dans le lycée Schleicher, il y a une école d'ingénieurs, c'est les chimiques qui a fait ça. Vous savez que nous sommes en train de reconstruire 3 collèges parce qu'il n'y avait aucun projet préparé. Et la liaison Carrière-Brassy-Lorraine, c'est infrastructurel, mais c'est aussi quelque chose d'important. Les 3 instituts qu'on ouvre à l'université, c'est du VRD, des infrastructures, c'est de l'intellect, du cerveau, c'est de la pensée, c'est de la richesse. C'est parce qu'on nous a dépossédés de toute richesse intellectuelle qu'on a appauvri la conscience politique comme ça. Aujourd'hui, on a un appauvrissement, mais vraiment au sens pur du terme de la conscience politique, qui fait qu'un mec comme Valls vient raconter tout et n'importe quoi dans le pays, on le croit. Revenons quand même sur notre petit trajet en allant vers le sud. Il y avait des projets sur Champigny. Il y en a un autre, en tout cas, avant de faire la liaison Brasky-Lorraine que vous appelez de vos voeux. Il y a aussi Mangovulsin. Aujourd'hui, c'est 2 points de blocage qui bloquent les Martiniquais au quotidien. Je reviens à la question du quotidien des Martiniquais. Qu'est-ce qui sera fait dans les prochains mois pour libérer ces axes, Serge Letchimy? Très honnêtement, M. Catan, vous savez que pour faire des travaux, il faut faire des études techniques. Vous avez trouvé un minimum d'études? Non, monsieur. Je n'ai rien trouvé. J'ai trouvé 2 projets en cours. D'ailleurs, c'est moi qui t'ai lancé. C'est le lycée Schleicher. Je l'ai livré. C'est un lycée. C'est pas une route. Hein. Vous allez vexer votre collègue Et puis, vous avez le pôle universitaire. Votre qui? Daniel Marie-Sainte, votre ancien collègue. J'ai beaucoup d'estime pour Marie-Sainte, l'individu. Mais le politique, il s'est trompé sur tous les plans. Il a établi l'esprit de la régie à l'intérieur de la CTM. Tout le bail qui est fait par la CTM, c'est en régie. Il y avait des études qui avaient été financées, en tout cas, sur ces éléments. Il n'a pas du tout utilisé le secteur privé. Ça, c'est une autre chose. Peu importe, on va régler nos problèmes. Mais je disais que, et clairement, on a trouvé ça. Et pour faire des projets, il faut des études. Mangovulsin, pour votre formation, commence là dans les 2-3 mois qui viennent. Le carrefour dénivelé de Mangovulsin. Parce qu'on a dû reprendre toutes les études pour lancer le chantier. 35 millions d'euros. Et la rivière des Pères on va désenclaver Prêcheur en mettant un ouvrage hydraulique temporaire pour faire le reste de l'opération. Nous travaillons aussi d'arrache-pied pour accompagner l'ensemble des enfants des lycées et des collèges. Parce qu'il faut réparer les bâtiments, il faut les accompagner sur l'axe pédagogique. Nous travaillons énormément sur l'APA, PCH, pour améliorer les conditions de soutien aux personnes âgées. C'est pas de l'infrastructure, ça. Parce que quand je suis arrivé, on a trouvé des dizaines de dossiers qui attendaient, on a dû régler ça. Aujourd'hui, on est arrivé au rythme de paiement de entre 8 et 11 jours. Avant, on était dans les paiements à plus 28 jours par rapport au mois passé. Donc, toutes ces améliorations de l'ingénierie. Et puis, troisième chose, vous pensez qu'il y a, comme on gère 6 000 personnes, vous savez qu'à 6 000 personnes, il y a 4 350 à 4 400 salariés à la CTM. Vous avez 1 500 dans les satellites. Il faut les traiter humainement. Il faut leur donner de meilleures conditions de travail. Il faut sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Donc, là aussi, on a fait des états généraux avec les salariés. On a réorganisé complètement les filières de commande, les filières de paiement qui étaient nazes. Et ça, on l'a réussi. Alors, vous pourriez rajouter tout ça au drapeau et à la langue créole. C'est au Martiniquais qu'il faut le dire. Serge Letchimy, je vous prends une question qui a été posée il y a 15 jours par notre chroniqueur Philippe Dizer. Serge Letchimy vous a-t-il fait part de son intention de quitter son mandat de PCE avant l'échéance électorale de 2028 ? Réponse de Lucien Salibert, oui. Est-ce que vous avez confié à Lucien Salibert que... J'ai clairement indiqué que 35 ans de vie politique, c'est bon. Avant l'échéance de 2028. Attendez, Dizer me connaît bien. Donc, pas particulièrement, mais si vous le dites. Oui, vous connaissez l'état d'esprit, mais peut-être. Mais 35 ans de vie politique, c'est bon. On a donné au peuple. Je ne suis pas un fonctionnaire de la politique. Donc, les choses sont claires. Ma question faisait suite à la question que vous avez posée, Corinne Jean-Joseph, notre collègue de Martinique, la première. Elle vous a posé cette question sur votre carrière politique et sa possible fin. Vous avez été évasif. D'où ma question
directe à Lucien Salibert et qui m'a répondu oui. Il vous a dit oui, on en parle. C'est ce qu'il vous a dit. Donc vous confirmez vous les avez propos dit, de Lucien Salibert. Non. Est-ce que vous lui avez... Ma question, c'était précisément le 16 mars, c'était la 9e question de mon oui-non-joker. Serge Letchimy vous a-t-il fait part de son souhait de quitter son mandat de président du Conseil exécutif avant l'échéance électorale de 2028? Il n'a pas hésité, il m'a répondu oui. Donc, d'où la question ce soir. La question, est-ce qu'il vous a parlé de ça? Est-ce qu'il vous a fait des confidences? C'est ça, vous dites? Non, je ne lui ai pas demandé ce qu'il m'a fait des confidences. Je lui ai posé la question, il m'a répondu oui. La question de Cédric Caton ce soir, est-ce que vous confirmez les propos de Lucien Salibert? Les propos de Lucien Salibert, c'était la question. Est-ce que Serge Letchimy vous a fait part de son intention de quitter son mandat avant 2028? Vous en avez parlé. Pourquoi vous en avez réfléchi? Parce qu'en fait, si vous partez avant la fin du mandat... Non, c'est une question très simple. Hein, on arrive au bout du mandat, soit on atteint la fin du mandat, soit on peut passer la main. Pierre Samoa, c'était l'élégance là. Magnifique de passer la main avant la fin du mandat. Je trouve que c'est classe, quoi. C'est respectueux. Certains peuvent dire oui, il faut pas partir avant, on a besoin de toi, tout ça, mais je trouve que c'est clair, quoi. C'est limpide. On n'est pas accroché à un pouvoir ou pas né dans ça. C'est pas mon attitude. Donc honnêtement, on en parle. J'en parle à mes proches. D'ailleurs, sur Martinique Première, la première chose que j'ai faite, c'est bondir Chiara, ma petite fille qui est née, et en disant que je veux me consacrer à mes proches. Et donc, les choses sont claires pour moi. Il n'y a pas de problème. Le départ de David Zabda vous a affecté? L'ami, oui. La proximité, la personne en soi, oui, parce que nous avons des liens. Par contre, il a fait son choix, il faut respecter son choix. Donc, ça ne m'a pas affecté plus que ça. Parce que bon, la différence, c'est que si vous partez, le conseil exécutif... Non, mais le conseil exécutif, c'est David Zabda a porté tout ce qu'il pouvait porter, c'est tant mieux pour lui. Il a décidé de se consacrer à la mairie, et bon, il a interprété quelque chose, ça je respecte. Mais Odona est un remarquable ingénieur. La question de Cédric Caton, je me permets d'insister, c'est vous concernant. Si vous partez avant, vous entraînez de facto avec vous le conseil exécutif. Oui, mais je ne peux pas aller penser quelque chose. Sans pour cela, on le tranchait. On est dans... Ça, le bail pour noter, c'est que 35 ans, c'est bout. Bon, donc ça, notez-y. Mais l'histoire de partir avant, on réfléchit. Je ne suis pas seul, je ne veux pas larguer tout le monde comme ça. Et oui, on s'en fout. Vous préparez le futur? Oui, mon futur, oui. Et celui de votre parti mais écoutez, je ne suis plus président du parti. Oui. C'est martiniquais. Vous en êtes toujours membre, rassurez-nous. Je suis membre de base. Oui, c'est bien ma question. Vous êtes toujours membre du Parti progressiste? De base. Oui, mais vous en êtes président d'honneur. On le sait, vous n'êtes plus président, vous n'êtes plus secrétaire général. Ma réponse, nous 3 fois oui. Membre de base. Pas de problème, monsieur Letchimy. Bon, pas ça. Il nous reste quelques secondes. Une dernière question. On nous a fait part d'une information tout à l'heure que, d'ailleurs, Johnny Ajar aurait démissionné du PPM. Est-ce qu'il vous a fait part de cette démission ou pas? Est-ce que vous confirmez ou pas cette information? Il en avait beaucoup parlé. Hein. Bon, j'ai essayé de lui expliquer que c'était pas la bonne solution. Je suis pas trop d'accord avec cette démission. Mais s'il prend cette décision, il faut respecter cette décision. Il a une vie personnelle, familiale. Il a une organisation, je trouve que c'est son droit de s'envoler ailleurs et d'avoir autre chose. Merci Serge Letchimy d'avoir été notre invité de ce lundi politique. Merci Philippe Dizer, merci à vous chers auditeurs pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine avec un président d'un EPCI. On ira dans le sud. Bonne soirée à tous, à la semaine prochaine.